Et mesdames et messieurs, on va parler agriculture, agriculture lunaire et agriculture sur la Lune ou sur d'autres planètes. Pour mieux parler de ce sujet, je répète qu'on a le plaisir d'accueillir Dr Amira Hussein. Bonjour. Bonjour. Alors, commençons par les anciens Égyptiens. Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient à propos de la Lune? En effet, les anciens Égyptiens, par leur contemplation, ils ont pu déterminer que les astres en général ont un effet sur notre planète, que ce soit Soleil, que ce soit Lune. Ils ont arrivé à un degré de précision tel qu'ils ont fait un système agricole intégré. Non seulement parce que de par notre connaissance, c'est le Soleil qui régule l'ensemble du processus agricole, mais en effet, eux, ils sont arrivés à constater que la Lune également, de par sa proximité de la Terre, et comme il s'agit d'un satellite, il s'agit de par également à sa gravité, et son cycle auprès de la Terre ou tout autour de la Terre, a un effet plus proche que les saisons solaires qui changent, qui sont 4. Les saisons solaires sont bien connues. Oui. Mais la Lune a un effet qui a un effet direct sur les différents stades de plantation et de croissance de la plante. Comme la Lune affecte la marée haute et marée basse. Oui. La marée haute et marée basse, et comment pouvons-nous interpréter la marée haute et basse? C'est que l'effet gravitationnel de la Lune attire l'eau. Justement, l'eau, et comme l'eau est un élément constituant de tous les êtres vivants, parmi lesquels figurent les plantes, alors la plante, sa constitution est composée de quoi? D'une sève, la sève de la plante. Alors c'est préférable qu'au début du cycle, d'ensemencement, pour faire pousser la plante et que la sève pousse vers la partie supérieure, la partie verte, alors c'est préférable de commencer au premier cycle lunaire. C'est, si vous voulez, le premier quartier de la Lune. Et puis, à la fin du cycle solaire, lorsque la Lune est décroissante, il est préférable de cultiver ou de faire l'ensemencement des plantes à tubercules, comme les carottes par exemple, ou la betterave, parce que c'est la sève qui descend de par la gravité. Il n'y a plus de gravité, alors la sève est plutôt va pénétrer vers le sol, le sol. Alors, c'est pas préférable du tout, c'est déconseillé de faire l'ensemencement pour, par exemple, le radis à la période décroissante de la Lune. Ou le blé, par exemple. Le blé, de par sa nature, sa culture se fait en hiver, parce qu'il a besoin d'une température basse pour pousser. Mais à considérer le cycle lunaire dans le blé, mais pour les cultures plus fréquentes qui peuvent suivre le cycle lunaire, alors c'est pourquoi je vous ai dit que les Égyptiens ont un système intégré. Ils ont fait à la fois, ils ont considéré le cycle des saisons avec la crue du Nil, parce que la crue du Nil arrive et que le calendrier agricole égyptien suivait la crue du Nil. Parce que lors de la crue, depuis août jusqu'en octobre, l'agriculture s'arrête. Parce que toute cette terre-là était inondée. Parce qu'il n'y avait pas de barrage. Non? Ils ont régulé les canaux, c'est vrai, mais il n'y avait pas une construction de barrage proprement dit comme de nos jours. Alors, à ce moment-là, on attend que l'inondation arrive, couvrant toute la terre. Et puis, après ce moment-là, on fait l'ensemencement. Ainsi, la terre est bien imbibée de l'eau, il y a l'argile qui couvre la terre, et puis on fait l'ensemencement. Sinon, si on fait l'ensemencement avant l'inondation, certainement les semis seront emportés par la crue. C'est vrai. Alors, il faut attendre un petit peu. C'est pourquoi le calendrier égyptien a été bien observé, a observé à la fois le cycle solaire, les saisons,
le type de culture, leur destination de par les différents gouvernorats, c'est pas tous les terres sont propices à recevoir tout type de culture. Oui. Et également le cycle lunaire. Le cycle lunaire, c'est très important, surtout comme je vous ai dit, que la Lune influence de par sa gravité l'eau dans toutes les créatures, dans tous les êtres vivants. En effet, la Lune influence toutes les créatures, l'homme, les animaux, les oiseaux, les plantes. Surtout en pleine Lune. C'est vrai, surtout en pleine Lune. Parce que l'atrocité arrive à son comble, à son apogée, si vous voulez, lors de la pleine Lune. C'est là où les experts de la vie sauvage ont constaté que les animaux féroces arrivent à leur apogée en termes de férocité à cette époque, ou à cette période, pardon, je m'excuse. Oui. Est-ce que ce système de l'ancien égyptien concernant la culture est toujours appliqué en Égypte ou bien les choses ont changé? Il y a des défenseurs qui prônent le retour, parce que ça fait que maintenant de nos jours, pour l'agriculture moderne ou biodynamique, on l'appelle agriculture biodynamique, on prône le système intégré, parce que on prône le partage de meilleures pratiques. Or que nos anciens Égyptiens ont excellé à cet égard, et même au niveau du travail du sol. Il a été déconseillé au début, lorsque la Lune était à son apogée, de faire le travail du sol, parce qu'il y a l'effet gravidentiel. Alors les particules du sol ne seront pas en bon état, ils ne sont pas bien entassés pour recevoir le semis, et que les racines soient plantées et qu'ils soient fermes, le système radiculaire soit bien formé. Alors, et maintenant de nos jours, les Européens ont découvert ce biodynamisme et ils le prônent en effet. Mais nous, pour aujourd'hui, les agriculteurs égyptiens ne sont pas aussi familiers que les anciens par rapport à ces pratiques. C'est en vogue en Europe, surtout en termes d'horticulture et le système. Dommage que c'est appliqué en Europe, mais pas en Égypte. Parce qu'en Europe, on lit. En effet, c'est la lecture. Parce que la lecture, parce que tout ceci est gravé sur les parois des temples. Oui, bien sûr. Tout ceci est gravé sur les parois des temples. Un problème de connaissance alors. Oui, c'est vrai. Mais nous, ces connaissances ne sont pas vulgarisées. Il y a des pratiques ancestrales qui sont héritées parmi les fermiers égyptiens, c'est vrai. C'est vrai. Par exemple, je vais vous dire, les anciens Égyptiens ont pu, c'est hors sujet, c'est vrai, mais on peut constater le genre du nouveau-né en faisant que la femme qui est au bout d'accoucher urine sur le blé, l'orge. Celui qui c'est inscrit sur les murs des temples. Oui, c'est une pratique ancestrale qui date depuis longtemps, mais liée à l'agriculture et la médecine, les deux ensemble. Oui, et la médecine. Alors, il y a certaines pratiques qui sont vraiment héritées et d'autres qui sont ensevelies avec le temps. Et je regrette ceci. Et si on parle aujourd'hui de l'agriculture sur la Lune ou bien sur d'autres planètes, comment fournir lumière, eau et sol, engrais, tout ce qu'on a besoin pour cultiver? L'agriculture dans l'espace a différents volets. D'abord, il y a les rayons cosmiques, il y a l'effet du soleil, il y a l'air, l'agriculture c'est la science de la vie. Voyez, il y a les êtres, comment dirais-je,
c'est pas seulement... Et pour le sol, ça ne présente pas un grand problème parce que de nos jours sur notre planète Terre, il y a l'aéroponique, il y a différentes cultures, il y a différents moyens de culture, à savoir, on l'appelle en anglais soil culture, culture sur sol. Si la terre n'est pas propre ou ne peut pas accueillir une culture, on peut faire l'hydroponique, l'aéroponique, culture en l'air même. Alors ça ne présente pas un problème. Et le problème de gravité c'est que sur la Lune. C'est ça. Mais on peut imposer par certains systèmes. Certainement, ça coûte cher, mais à ses propres profits pour les études spatiales, parce que les astronautes et ceux qui sont dans les stations ont besoin à la fois de l'air et d'une source de nourriture qui constante et qui imite, et qui imite la nourriture qu'ils consomment ici sur notre planète, parce que d'après les études faites sur les astronautes, après qu'ils reviennent, ils ont trouvé que leur système digestif et leur organisme en général est affecté par le voyage prolongé. Alors ils ont besoin à la fois d'une nourriture qui imite la nourriture consommée ici, ils ont besoin de l'air, de l'oxygène, et également c'est une expérience qui peut permettre d'explorer davantage la colonisation d'autres planètes. Bon, il y a eu une expérience, ils ont fait un cycle, une chambre fermée de 10 mètres sur 10 mètres carrés. Ils ont mis le blé là-dessus. Source de lumière, c'est pas un problème parce qu'il y a le LED. Et le LED, sa source d'énergie, ce sont l'énergie solaire, les cellules photovoltaïques déjà implantées. Alors la source de lumière ne pose pas de problème. Ce qui pose le problème, ce sont les conditions qui sont tout autour de cette question. Et ils ont constaté que dans un cycle fermé, ou dans cette chambre fermée de 10 mètres carrés, l'astronaute enfermé pendant 10 jours dans cette chambre avec le blé n'a pas eu besoin d'un supplément d'oxygène. Vous voyez, les plantes elles-mêmes ont présenté une source. Puisqu'ils prennent le CO2, oui, c'est la photosynthèse. Voilà. Et les plantes étaient bien portantes et également c'était une source de nourriture à la fois. C'est une expérience. Alors, et c'est ainsi qu'ils ont posé le système de recyclage. C'est un cycle fermé qui est indépendant. Alors, les déchets sont utilisés comme un compost engrais, comme vous avez dit. Alors, à la plante, alors c'est un cycle fermé, l'eau est recyclée elle-même avec les éléments nutritifs. Il y a des éléments nutritifs, l'eau minérale est utilisée comme fertilisant à la fois et également une source d'oxygène. C'est une expérience qui a réussi. Certainement, le coût est élevé. Bien sûr. Certainement, le coût est élevé. Pour l'agriculture, sur la Lune en général, il y a différents facteurs à considérer. Que la Lune est dépourvue d'atmosphère. Vous voyez, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Oui. Alors, il y a l'effet des rayons cosmiques. Il y a également, non seulement les effets des rayons cosmiques, comme vous voyez, sur la Lune, il y a des creux. Ces creux, c'est que comme il y a les astéroïdes qui arrivent, vous voyez, alors ce qui peut endommager. On ne peut pas prédire l'arrivée des astéroïdes. Certainement, on peut prédire ceci en Terre, mais la Lune est bien exposée ailleurs, alors ça doit être présent, et également la nature du sol. Sur la Lune, on peut faire une serre, c'est vrai, avec un système gravitationnel imposé, mais la température et la pression atmosphérique est très importante. Ça va coûter très cher. Mais puisque c'est tellement cher, pourquoi on a pensé à aller cultiver hors de la planète Terre, sur la Lune ou d'autres planètes? C'est la curiosité humaine. Voyez, la curiosité humaine. Comme Edison, avant de découvrir l'électricité, il a fait 100 inventions qui ont échoué. Et une a réussi.
Vous voyez, c'est la curiosité humaine. Vous voyez, on peut pas. C'est vrai, ça coûte cher. Hein, on ne sait jamais. Peut-être au début, par exemple les véhicules électriques, on a dit que ça coûte cher maintenant, et également la batterie. Maintenant, c'est moins cher. C'est moins cher, et on commence à développer ceci. Le principal défi qui s'impose, c'est l'eau. L'eau sur les autres planètes, par exemple Mars. Mars, la nature, l'eau là-bas, ils n'ont pas découvert l'eau sur Mars proprement dite. Il y a certains indices parce qu'il y a une présence de minéraux. Ils ont dit que quand il y a des minéraux, ça veut dire qu'il y a une certaine présence de l'eau sur Mars. Mais la nature de cette eau, avec sa composition, est-elle propre? Et également les cycles solaires. Et le principal défi de cultiver sur Mars, c'est que sa distance par rapport au Soleil fait que la température entre les deux hémisphères n'est pas la même, ce qui fait qu'il y a des vents qui circulent, des vents violents sur Mars qui perturbent l'installation d'un système agricole de par notre connaissance ou de notre perspective. Alors certainement, et également il y a une absence des êtres vivants. Les êtres vivants, il y a certains chercheurs qui disent qu'ils ne sont pas importants pour cultiver, mais les êtres vivants qui sont les micro-organismes qui travaillent, qui font le vrai travail du sol, surtout les bactéries fixant l'azote sur le sol pour certaines cultures, sont absentes dans d'autres milieux comme il y a absence d'air. Il n'y a pas c'est pas l'air, c'est l'oxygène avec d'autres éléments. C'est pourquoi, mais c'est la curiosité humaine qui invite l'être humain à explorer. On ne sait jamais. On ne sait jamais. La curiosité humaine, ça nous mène parfois dans des endroits qui ne sont pas très logiques. Mais on ne sait jamais. On parle du jour de la station 51 aux États-Unis. On ne sait jamais vraiment. On ne sait jamais quelle est la réalité jusqu'à ce qu'on la découvre. Oui, docteur Amira Hussein, merci beaucoup pour vos éclaircissements. C'était vraiment comment dire, agréable. Merci. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs pour votre attention et à la prochaine.